T'habites en France? Attention danger, on en parle. Alors bonjour les amis. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du danger de vivre dans certaines villes en France. Et pour ça, je suis tombé sur une vidéo qui disait que parmi les 20 villes d'Europe les plus dangereuses, 8 étaient françaises. Et ça me semblait quand même énorme. Et donc j'ai demandé à l'intelligence artificielle de savoir s'il y avait des chiffres officiels sur ça. Et il m'a répondu que non, qu'il n'y avait pas de chiffres officiels, mais que ce qu'il pouvait proposer, c'était de faire des croisements d'informations sur les indices de criminalité dans les villes d'Europe et de en sortir une liste de 20 villes par rapport à ces indices de criminalité et ces informations croisées. Et que ça en ferait pas une vérité, que ça en ferait pas quelque chose d'officiel, mais que ça donnerait quand même un aperçu quand même crédible de la réalité. Et donc il m'a proposé ça et il m'a sorti la liste. Et sur ces 20 villes, c'est pas 8 françaises qui sont sorties, mais c'est 7. Et parmi ces 7 villes, on se rend compte que celle qui arrive là en première position, c'est Marseille. Celle qui est avant-dernière en termes de ville française, qui arrive 6e sur 7, c'est Paris. Et après, on retrouve Grenoble, on retrouve Lyon, on retrouve Nantes, on retrouve Nice. J'ai dû en oublier une. Bon bref, on retrouve des villes françaises qui sont classées dans les 11 premières sur les 7. Les 7 villes françaises sont dans les 11 premières sur les 20 classées. Et je trouve ça quand même extrêmement inquiétant de l'état de notre pays en termes d'insécurité. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment inquiétant. Et j'ai croisé ça avec... Alors, il y a plein de raisons à ça. Il y a plein de raisons. Et j'ai croisé ça donc avec un article que j'ai lu de France 3. Si je me souviens bien, oui, c'était France 3. Un article que j'ai lu de France 3 sur Internet qui parlait du développement incroyable de la self-défense en France, notamment de la self-défense féminine. Et de l'importance que ça prend de plus en plus dans la pratique des disciplines de combat en France, bien évidemment au détriment d'autres disciplines de combat, car les gens vont vers la self-défense au lieu d'aller vers d'autres disciplines de combat. Alors ça, il y a plein de raisons à ça. Ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo, mais bon là, c'est pas ça le problème. Et donc que maintenant, 33% des pratiquantes de self-défense, non, désolé, dans l'article, c'est pas les pratiquantes de self-défense, c'est les pratiquantes de Krav Maga, parce qu'en France, on dirait qu'il n'y a que ça. Mais bon, bref, 33% des pratiquantes de Krav Maga, sont des femmes. Et donc, il y a des femmes qui sont interviewées, qui donnent leur avis du pourquoi ils sont allés vers la self-défense, notamment là en l'occurrence le Krav Maga. Il y a un témoignage que j'ai trouvé incroyable quand même, c'est que la personne cette femme disait oui, je suis allé vers le Krav Maga parce que j'avais de plus en plus peur de faire mon jogging le soir dans le noir. Et maintenant que je pratique le Krav Maga, je suis rassuré et ça me permet de continuer à faire mon jogging dans le noir le soir sans avoir peur de me faire agresser. Est-ce qu'on se rend compte de la folie de ce témoignage ?
Est-ce que l'on se rend compte de ce que l'on vend aux gens? Moi, je sais pas, c'est des choses quand même qui m'interpellent, qui me font réfléchir, parce que je trouve ça absolument dingue. Cette personne, elle est tellement en confiance parce qu'elle apprend, eh bien, elle continue. Elle se mettait en danger avant, parce que c'est un peu de la conscience. Vous savez, quand on est une femme, d'aller faire son jogging tout seul le soir quand il fait noir, je trouve ça un petit peu inconscient. Qu'on soit dans une ville extrêmement dangereuse ou pas, je trouve ça extrêmement inconscient. Alors si l'image est un peu brumeuse, il fait un temps pourri, hein, on est sous la flotte, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Et c'est ce que je rappelle souvent, eh bien, ça met aux gens, eh bien, une confiance qui est pas celle qu'il faudrait, parce que c'est une confiance qui fait prendre des risques. Et ça, je trouve ça absolument dangereux, et pour moi c'est pas possible. Je rappelle juste une chose qui me semble importante et qui est pour moi est la vérité. La seule chose que la self-défense peut apporter aux gens, c'est une petite chance supplémentaire de s'en sortir face à un agresseur, face à un animal. C'est la seule chose que vous apportera la self-défense. La seule chose. Ceux qui vous disent le contraire vous vendent du rêve et vous mentent. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Si la self-défense peut vous permettre de vous en sortir, d'avoir un petit peu plus de chance de vous en sortir dans une situation d'agression, eh bien déjà, elle a fait son travail. Elle pourra pas faire plus que ça. Elle pourra pas faire plus que ça. Parce que la rue, c'est trop indécis. Donc on peut pas envisager tout ce qu'il peut y avoir dans la vérité de ce qu'est la violence de la rue. Et ça, faut vraiment le prendre en compte, et ça, faut vraiment avoir un langage de vérité sur ça. Je trouve que c'est extrêmement important de le rappeler. Et c'est pas que le Krav Maga. Moi, j'ai eu dans mes élèves une personne qui me a dit comme ça. Avant, je l'avais rappelé dans une vidéo, avant j'avais peur d'aller toute seule dans ce type d'endroit. Maintenant, depuis que je pratique, eh ben, j'y vais. Bah non, c'est pas le but. Ça, faut le rappeler qu'on fait pas des miracles. On fait pas des miracles. Faut simplement faire en sorte de pouvoir évaluer les situations. Si par exemple avant tu avais peur d'aller dans cet endroit toute seule, parce que tu te faisais des peurs toi-même, et que la pratique t'a permis de te rendre compte qu'en fait, en réfléchissant, en visualisant, en faisant vraiment sur le point du pour et le contre, tu t'es rendu compte que oh bah non, en fait c'est pas réellement dangereux, c'est moi qui me faisais des idées. Bon là, pourquoi pas. Mais si c'est pour aller courir toute seule dans le noir, là c'est très 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 problématique. La pratique de la self-défense, ça ne doit pas être l'occasion de prendre des risques, ça doit être tout le contraire. Ça doit être le minimiser au maximum, parce qu'en situation réelle, ça va être extrêmement compliqué, même si tu es pratiquant. Même si c'est pratiquant. La rue, c'est compliqué pour tout le monde. Pour tout le monde. Que tu sois pratiquant de ce que tu veux, la rue, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, il faut arrêter de vendre du rêve aux gens et les mettre dans une confiance qui les emmène pas vers la réalité de ce que c'est que l'agression et la violence de la rue. Donc, eh bien, il y a le fait que les villes deviennent dangereuses, la France devient de plus en plus dangereuse, et que les gens, par la pratique de la self-défense, se sentent de plus en plus en confiance par rapport à ce qu'on leur vend, et vont se mettre en danger. Obligatoirement, ils se mettront en danger. Donc ça, c'est très problématique. Et la deuxième problématique qui se passe, eh bien, c'est le fait que
il y a un discours de prévention. On apprend aux gens à ceci, à cela, à prévenir le danger, à voir le danger pour l'éviter. Et on se rend compte que dans les faits, eh ben, les gens ils prennent tellement une confiance par rapport à ce qu'on en vend, eh ben, qu'ils se mettent en danger. C'est tout l'inverse qui se produit. Ça, c'est très problématique. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et un point aussi qui me semble important sur l'approche de la rue, notamment dans ce qui était abordé là, le Krav Maga, mais pas que, c'est le fait que, eh bien, vu que le Krav Maga est rentré dans la Fédération française de karaté et qu'il est en plein développement, je connais quand même, j'ai passé quand même pas mal d'années dans la Fédération française de karaté. J'ai commencé, c'était la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires en 86. Donc j'ai quand même quelques années, je connais un petit peu comment ça se passe. Eh bien, comme le Krav Maga est rentré là-dedans, qu'il est en plein développement, eh bien, ce que je vais dire, ça va pas faire plaisir, mais moi je m'en claque, hein, je dis ce que je pense, j'ai rien à perdre, donc je dis ce que je pense, je fais pas d'argent, je m'en fous, moi. C'est pas un business pour moi. Donc, comme la fédération de Krav, elle est rentrée, eh bien, dans la fédération française de karaté, eh bien, obligatoirement, quand la discipline est en plein développement, eh bien, il faut des professeurs. Et quand il faut des professeurs, eh bien, on va les chercher où? On va les chercher sur les profs de karaté de la fédération. Et puis on va leur dire, voilà, on vous fait une formation pour enseigner aussi le Krav Maga. T'es prof de karaté, mais tu vas apprendre aux gens ce que c'est que la rue. Ok, d'accord. Ouais, mais je fais comment? Bah, c'est pas grave. T'es combien de dan, toi? Bah, moi, je suis 4e dan. Ouais, bah, il nous manque quoi, Gérard? Bah, il nous manque, en Krav Maga, il nous manque des 2e dan et des 3e dan. D'accord, tu veux être 3e dan? Bah oui, il faut que je fasse quoi? Bah, tu fais un stage et c'est 1500 €. Ah ouais, ça fait cher. Bah, si tu veux, tu fais le 2e dan, 600 balles. Oh bah, je vais prendre à 600. Non, j'exagère, hein. J'exagère, là, c'est pour mettre un petit brin d'humour, hein. Mais disons, j'exagère, mais le contexte est un peu celui-là. Vous voyez? Hein, c'est pas des histoires d'argent. Bah, j'espère pas. J'espère pas. Mais disons que, quoique le président de la fédération a changé, donc la pratique va peut-être changer, mais moi je peux vous assurer que les grades de complaisance, j'en ai vu. Donc je sais comment ça se passe dans la boutique. Donc, alors peut-être qu'il faut espérer que ça change avec le nouveau président. Faut espérer. Donc il y a besoin de professeurs. Quand il y a besoin de professeurs, eh bien, on est moins regardant. Moi, j'ai vu sur des passages de ceinture noire, je rappelle, hein, à partir du moment où vous êtes ceinture noire première dan, eh bien, vous pouvez passer un DIF, un CQP ou ce que vous voulez pour enseigner. Hein. Donc, moi, j'ai vu des passages de ceinture noire première dan dans différents clubs, c'est-à-dire selon la région, c'est pas les mêmes juges qui vous font passer les grades de ceinture noire selon les endroits. Et il y a des endroits, eh bien, qui sont moins pointilleux que d'autres. Et ça, c'est une réalité. C'est pour ça que les ceintures noires, en fait, en karaté, eh bien, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose parce qu'il y a de tout en ceinture noire comme il y a de tout en professeur. Non, ça va avec. Hein. Et donc, quand on demande à des professeurs de karaté qui sont, par exemple, profs de karaté, qu'on leur demande d'être prof de Krav Maga en faisant une formation, pour certains, ça va être bien. Parce que voilà, les gens ont une expérience de vie, et c'est des bons professeurs de karaté, ils ont une vraie expérience de vie, et puis cette formation en complément, là ça me pose pas de problème, mais obligatoirement, ça sera pas le cas de tout le monde, et obligatoirement, eh bien on verra des dérives. Une discipline qui a besoin d'enseignants, obligatoirement, elle est moins regardante parce qu'elle est en plein développement, et ça crée toutes les dérives que l'on peut voir. Donc, quand on est dans une ville dangereuse, dans un pays où le danger, eh bien, est en pleine expansion, où ça devient de pire en pire, et qu'on a des gens qui font une pratique, qui les mettent en confiance avec des techniques plus ou moins litigieuses,
et qui en plus les emmène à prendre des risques, eh bien c'est très 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 problématique. Et je pense que ça ira pas en s'arrangeant à partir du moment où la base ne fera pas le ménage dans tout ça. Moi, je me souviens d'une discipline qui a eu des dérives quand j'étais jeune, c'était le kung-fu. Je me souviens, les clubs de kung-fu dans les années 80-90 se développaient de partout. Et il n'y avait pas de ceinture. Moi, dans mes souvenirs, il n'y avait pas de ceinture. Et donc, plein de gens se revendiquaient professeurs de kung-fu. Et il y avait de tout et n'importe quoi. C'était la mode à la Bruce Lee. Il y avait de tout et n'importe quoi en kung-fu. Et le kung-fu, eh bien, a réussi à faire le ménage dans tout ça. Et maintenant, eh bien, il y a des super clubs de kung-fu, de sanda, de tout ça, et qui font un super boulot. Et après, on aime ou on n'aime pas la discipline. C'est pas ça le but de mon propos. C'est pas une question d'aimer ou de pas aimer, mais néanmoins, ils ont réussi à faire le propre dans tout ça. Ils ont fait un très bon boulot. Et maintenant, eh bien, il y a de très belles compétitions. Il y a une très belle pratique de kung-fu traditionnel aussi. Donc, c'est possible de le faire. La grosse différence, c'est que le kung-fu n'a jamais été un business. C'est ça aussi qui l'a sauvé. Ça n'a jamais été au niveau de ce que l'on voit en ce moment avec la self-défense. Il a eu sa petite période justement quand il avait le vent en poupe, mais quand il y a eu le ménage de fait, eh ben bizarrement, il y a eu moins de monde dans les clubs. Bon, bah là, à partir du moment où, alors je dis pas que les instructeurs se font du fric, que beaucoup d'instructeurs se font de l'argent avec l'enseignement du Krav Maga. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de clubs, c'est des petits clubs dans des petites villes. Ils vont pas s'enrichir avec ça. Ils essayent de faire au mieux. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est tout le merchandising qu'il y a derrière, toute la communication qu'il y a dans tout ça. Et puis quand on va au fond des choses, eh bien on se rend compte que c'est pas si joli que ça. Et ça pose de gros problèmes de crédibilité à la discipline. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ça. Et puis je vous dis à bientôt les amis. Allez, bye. I'm only here for the party. The sound.